Au sommaire de notre émission cette semaine, une promenade sur le plateau ardéchois et ses rivières. On y pratique la pêche à la mouche et au toc dans des eaux basses et dans un cadre encore sauvage, exempt de tout urbanisme planifié. Un spécialiste de la mouche nous expliquera pourquoi il élève des coques, tandis qu'une pêche électrique nous démontrera la pureté des eaux du plateau. Après un petit tour en cuisine, André Terrier nous donnera un judicieux conseil dentaire. Voilà. Ah non, ça, il ne faut pas le faire. Couper le fil avec ses dents, c'est particulièrement dangereux. On va aller voir pourquoi. Risque d'infiltration, risque de début de carie à ce niveau-là. Le pêcheur ne devrait pas jamais ni utiliser ses dents pour couper un fil, ni pour serrer ses plombs. Le plateau ardéchois est situé à l'est du département, accolé à la Lozère sur sa gauche et à la Haute-Loire sur son front. D'une altitude allant de 1000 à 1400 mètres, il est souvent balayé par les vents et possède un climat continental rigoureux. Ses nombreux cours d'eau s'écoulent vers l'Allier, puis la Loire pour les uns et vers le Rhône pour les autres. Empruntant des vallées souvent encaissées et glissant sur un sol granitique, les eaux sont d'une rare pureté permettant la reproduction naturelle de nombreuses espèces de poissons. Sur le haut plateau, comme au cœur des vallées, de pittoresques villages semblent dormir, comme engourdis après un long hiver. Les ruisseaux, encore gonflés des dernières neiges, deviennent rivières dans les vallons plus calmes, mais restent toujours très froids, car jusqu'en avril, le ciel peut changer en quelques heures, et derrière un soleil timidement printanier, revient souvent la neige soufflée en rafale sur les hauteurs, ce que les Ardéchois appellent la burle. Nous sommes dans les derniers jours de mars et la burle a soufflé fort. Deux rivières affluentes de l'Allier, l'Espésonnette et le Mas-Méjean, aux eaux cristallines et poissonneuses, vont retenir notre attention. Malgré un froid intense, deux gardes du Conseil supérieur de la pêche vont tenter de faire un inventaire de la faune piscicole au sortir de l'hiver, dans un ruisseau assez proche de sa source. On est sur un affluent du Mas-Méjean, là où on effectue une pêche électrique pour vous montrer un peu ce qu'il y a comme poisson. Bon, c'est uniquement une pêche électrique de démonstration parce que les conditions météo et les dates ne sont pas convenables pour faire des pêches électriques d'inventaire. Donc on a effectué cette pêche électrique avec à l'aide d'un martin pêcheur. C'est donc un appareil qui produit de l'électricité sur pile et le poisson est conduit vers le plus, comme les appareils de pêche électrique classiques. Une truitelle, hein. Il y a très peu d'impact humain au niveau pollution parce qu'on est sur des têtes de bassin et que c'est des ruisseaux qui ont une grande importance quant à la reproduction et pour l'espèce truite fario et aux empoisonnements, j'allais dire, de la plus grande rivière dont ils sont affluents. On sait aussi, parce qu'on a fait des inventaires ici donc l'été dernier, avec la délégation régionale du Conseil supérieur de la pêche de Lyon, qu'on a des populations équilibrées quant à la pyramide de population et au nombre. Après, bon, ces ruisseaux, les poissons grossissent moins vite que dans d'autres cours d'eau de France, parce qu'il y a très peu de sels minéraux, ils sont sur socle granitique, mais on sait que les poissons deviennent quand même très gros. Il arrive d'attraper des poissons d'1 kilo à 1,5 kg s'il y a la cache suffisante pour que le poisson puisse s'y tenir. Bon, on est donc revenu maintenant au bord de la rivière principale qui est le Mas-Méjean. On est à 7 ou 8 km d'où on était tout à l'heure sur le petit ruisseau. Et derrière nous, à 2 km, 1 km, 2 km, il y a l'Allier donc. Alors on va essayer de vous montrer quelques espèces qu'on a capturées rapidement, qui sont donc présentes dans la rivière. Alors bien sûr, on commence
par la truite Fario. Donc voilà une belle truite là qu'on vient de capturer. On remet à l'eau tout de suite. On continue avec une loche, voilà, qui est aussi bien représentée dans ce cours d'eau. Ensuite, on attrape un goujon. Voilà, c'est un goujon classique. Et il nous reste l'accompagnateur de la truite bien souvent, le verron. Bon, on peut signaler qu'il y a deux espèces qu'on n'a pas réussi à capturer, mais dont on connaît la présence de façon certaine. C'est le chabot et l'ombre commun. Au vu de l'époque, du mode de vie des animaux, pour les capturer à cette époque-ci à la pêche électrique, c'est quasiment impossible. Alors je me trouve au bord de l'Escouzomètre, qui est une très bonne rivière du plateau ardéchois, peuplée d'ombres communs et de truites fario. On trouve de très beaux ombres, jusqu'à 50 cm. De la truite fario, il s'en est attrapé de belles. J'ai choisi un peu de pêcher cette rivière parce que j'aime le site, j'aime la pureté de ses eaux. Il n'y a pas de pollution. On est tranquille, le coin est magnifique, splendide. Alors aujourd'hui, le temps est très froid, l'ombre monte pas trop, même pas beaucoup. Il se trouve dans les fosses. Et pour aller le chercher, le déloger, c'est très difficile par ce temps-là. Après, plus tard en saison, il monte dans les courants. Alors là, à la nymphe, au toc, à la petite bête, au verre d'eau. Il mord bien. Le fin de mars, c'est pas évident d'attraper un poisson à cette altitude parce que les eaux sont basses, il n'y a pas eu de neige et c'est très clair et il fait froid aujourd'hui en plus. Les éclosions, c'est quasi inexistant. Moi je préfère pêcher en descendant à la mouche noyée comme ça. Parce qu'il y a une question de toute une file. Le vent aujourd'hui est un petit peu favorable. Et en plus, le courant tient le fil un petit peu tendu et ça aide beaucoup au mondiferrage. Si on a le fil qui est relativement tendu, le ferrage est beaucoup plus facile que si on a un mou dans la ligne. Une jolie petite truite, on peut pas être loin de la maille. Elle fait juste 20, pas tout à fait. Grand pêcheur à la mouche devant l'Éternel, James Bouvier, instituteur à Labastide puis Lorens, possède un poulailler particulier. L'intérêt d'avoir des coques de pêche, bien sûr, c'est d'avoir la possibilité de monter les mouches, d'avoir des plumes de pas toujours de très bonne qualité, mais au moins c'est ses plumes. On est content d'avoir ses coques, ses plumes et de monter ses mouches. Voilà l'intérêt d'avoir ses propres coques de pêche. Voilà un petit coq. Alors ça c'est un jeune, hein. C'est un coq qui a même pas 6 mois là, c'est un tout jeune. Pour monter les mouches, on utilise le cou du coq, hein, c'est-à-dire les plumes qui sont ici. On peut utiliser aussi parfois les pelles, mais enfin c'est plus rare. On utilise donc ces plumes-là. Mais en ce moment, donc c'est l'hiver, les plumes sont très très duveteuses.
Donc on ne va pas utiliser les plumes en ce moment, on va attendre que le coq mue, hein, et on utilisera les plumes d'été, qui seront beaucoup moins duveteuses. Ben, je vais vous monter donc une petite mouche, là, qu'on utilise en début de saison et parfois l'été. Alors c'est sur un hameçon de 20. Je vais commencer par fixer la soie. Voilà. Je coupe un petit peu l'excédent. Ensuite, je vais fixer le corps. Donc ça, c'est de la plume de... un oiseau que les pêcheurs n'aiment pas tellement, le héron. Mais il a parfois de l'utilité. Alors ça sera le corps de la mouche. Là, on va fixer les ailes. Alors, on prend quelques fibres de plumes, tout simplement. C'est tout petit. Hein. Voilà. Et enfin les deux plumes du coq qui imiteront les pattes de l'insecte. Bon, les plumes sont toutes petites, fragiles. Il faut faire attention en les tournant, elles se cassent parfois. Hein. Voilà la deuxième. Et il ne reste plus qu'à faire un nœud et la mouche est terminée. Et voilà, la mouche est terminée. La mouche est toute petite et on peut prendre des truites, des ombres, tout ce qui existe en première catégorie, même des ablettes, on prend tout avec ça. On peut s'amuser à prendre tous les poissons moucheurs avec ça. Même de très grosses truites. Elle n'a pas vraiment de nom, elle ressemble à une mouche qui existe qui s'appelle l'altière. Une petite mouche qui s'appelle l'altière qui a été inventée par un monsieur qui s'appelait Raymond Rocher, qui était autrefois un de mes professeurs. Bon, et ben la météo n'est pas avec nous hein, parce que il neige, il fait froid. Et pour pêcher la truite à la mouche, c'est pas le temps idéal. Hein. Il faudrait qu'il fasse un peu plus chaud. Et c'est là qu'on en pique une. Faut pas rêver. Hein. Oh! Elle bouge pas beaucoup quand même maintenant. Hein. Pas de touche. Allez, je suis un pêcheur au toc. Il y a des pêcheurs à la mouche, d'autres qui pêchent à la cueillère, au lancer. Et moi, je préfère le toc parce que c'est plus naturel. Disons que j'amorce mon hameçon avec un verre de terre. Et je pense que les truites, elles aiment bien ça. Si c'est bien présenté, disons que c'est comme un restaurant. Hein. Si un plat est bien présenté, ça donne appétit. Et je pense que la truite, elle adorera ça.
Si dans le creux des vallées, la neige se fait légère, tout là-haut, au col du Pendu, à 1400 mètres d'altitude, la burle souffle toujours et résiste au soleil qui, s'il finit par s'imposer, ne réchauffe pas plus les poissons que les hommes en ce début de printemps. Bon, mais je crois que pour aujourd'hui, ça suffira. Hein. Étant donné le temps, il fait vraiment pas chaud et je crois que les truites sont à boire. C'est dommage que c'est une très belle petite rivière là. Dans l'été, c'est beaucoup plus agréable. Et enfin, cette fois-ci, on se contentera de ça. Hein. On aura toujours pris un bol d'air frais. Là, je vais vous présenter la recette de la truite aux écrevisses, une spécialité de la maison. Alors, dans un premier temps, il faut 4 truites d'environ 150 grammes à 200 grammes. En deuxième temps, nous allons faire une sauce américaine à base d'écrevisses avec une garniture aromatique, carottes, poireaux, oignons, de l'ail, un bouquet garni, des tomates pour une sauce tomate qui se rajoutera à la sauce américaine. Voilà, les écrevisses, ce sont des écrevisses d'élevage. En ce moment, nous ne pouvons pas avoir d'autres écrevisses. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut châtrer l'écrevisse, c'est-à-dire enlever la partie centrale de la nageoire. En enlevant l'intestin, je vide l'écrevisse, comme je vide un poisson. Je fais revenir les écrevisses que j'ai salées et poivrées. Pendant ce temps, nous allons émincer, ciseler les oignons. Voilà, les écrevisses sont prêtes. Nous allons les flamber. Voilà, un peu de cognac. On fait suer le tout. On va mettre un peu de farine pour lier le tout. Du vin blanc. Alors on va revider le tout sur les écrevisses. On rajoute la sauce tomate, un fumet de poisson. Il n'y a plus qu'à laisser cuire pendant 20 minutes à feu doux. Très important de mettre du beurre parce que ça parfume la truite. Je vous invite à venir déguster la truite aux écrevisses, la spécialité de la maison, qui s'accompagne très bien avec un chardonnay, un vin d'Ardèche. Bon appétit. Pour 4 personnes, 4 belles truites, 12 à 16 écrevisses, 2 centilitres de cognac pour les flamber. Pour la sauce, 200 g d'oignons, 50 g de carottes, un blanc de poireau, 30 g de farine, un bouquet garni, 3 gousses d'ail, un quart de litre de vin blanc, un demi-litre de fumet de poisson, un quart de litre de sauce tomate, beurre, huile, sel, poivre, herbes de Provence. Alors, lorsqu'une canne au carbone est un petit peu usagée, ça prend du jeu et ça tourne. Alors ici, on est à la montagne et on utilise alors un petit peu de farte à ski. On prend un petit peu de poussette bleue, on en met tout autour de la partie mâle. Voilà. On remet la partie femelle. On enfonce doucement. Et là, ça tient bien. Ça ne tourne plus. Voilà.
Voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à fixer la mouche avec le nœud classique. Voilà, on coupe ce qui était... Ah non, ça, il ne faut pas le faire. Couper le fil avec ses dents, c'est particulièrement dangereux. On va aller voir pourquoi. Bon, alors là, pour vous montrer ce que c'est qu'un bout à bout incisif neutre, c'est-à-dire sans altération. Avance, mettez tes dents bout à bout. Voilà, c'est-à-dire que toutes les incisives supérieures sont en contact avec les incisives inférieures. Toutes les zones incisales sont intactes. Alors docteur, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe lorsqu'un pêcheur coupe le fil avec ses dents et aussi donc de ce fait, quels sont les dangers pour sa dentition? Bien sûr. Donc nous allons partir de ces moulages de plâtre pour vous expliquer toute la séquence des détériorations qui peuvent arriver à des incisives lorsque le pêcheur coupe le fil avec ses dents. Donc au départ, vous savez qu'au niveau des incisives, lorsqu'on se met en bout à bout, on a deux surfaces coupantes, très coupantes, en bout d'incisive. Les forces développées à ce niveau-là sont très très importantes. On considère qu'au niveau de la mastication, les forces peuvent aller entre 80 et 100 kg par centimètre carré au niveau des molaires, et en décroissant jusque vers l'avant les dents de devant, sur les incisives. Donc vous voyez les forces considérables qui s'impriment au niveau des incisives. Donc le danger, c'est la fracture des dents. Donc je vous ai schématisé sur ces moulages en plâtre toutes les différentes évolutions de la fracture des incisives. Alors ça, nous avons là des dents intactes. Donc vous voyez que l'effet de pince se fait parfaitement. Le deuxième stade de la détérioration, c'est le stade de l'usure stricte, usure en coup d'ongle, bien connue chez les couturières, qui coupent leur fil avec les incisives. Nous avons une altération en coup d'ongle sur le bord incisif, comme ça. Là, en dehors du désagrément esthétique, il n'y a pas de conséquences importantes au niveau de la dent. Par contre, à ce niveau-là, l'effet de coupure ne se fait plus. On est obligé de déporter ces incisives à droite ou à gauche pour retrouver un point de contact pour couper. Et on arrive sur le bord de l'incisive. Et c'est à cet endroit-là que les prismes d'émail sont les moins solides, puisqu'ils sont en porte-à-faux. Donc, on arrive à une fracture, une micro-fracture du bord de l'incisive. Et quels sont les risques alors à ce moment-là? À ce moment-là, peu de risques, puisqu'on n'a plus de contact entre les incisives supérieures et les incisives inférieures. Là, le risque, c'est un désagrément parce que ça râpe un petit peu, mais progressivement, ce sont des altérations qui s'effacent. Par contre, en n'ayant plus de contact au niveau des deux incisives, on change de côté, bien sûr, puisqu'on n'est toujours pas plus raisonnable. Et là, on arrive à fracturer les 4 incisives, puisqu'on a été rechercher du contact sur les dents latérales. Et là, on arrive à avoir des détériorations beaucoup plus importantes, avec des fractures d'angle. Mais en une séance, vous arrivez à casser une incisive. Même une incisive saine. La dent n'a pas besoin d'avoir été traitée pour casser. Une incisive saine peut très bien casser. Alors le stade ultime, comme malheureusement on en voit trop souvent, voilà, des angles d'incisive complètement cassés, complètement détériorés, plus de contact du tout entre les incisives supérieures et les incisives inférieures. Donc risque d'infiltration, risque de début de carie à ce niveau-là, en plus du préjudice esthétique, bien sûr. Puisque là, on arrive à avoir des colorations, des infiltrations au niveau de ces fractures-là. Donc, la conclusion, c'est que les dents ne doivent jamais être utilisées comme des outils. Que ce soit pour le pêcheur, pour la couturière, pour le bricoleur, pas plus qu'on dénude un fil électrique avec les dents, pas plus qu'on coupe son fil de couturière avec les dents. Le pêcheur ne devrait pas jamais ni...